Tac, c'est parti. Donc, re-bienvenue. Ce soir, on a l'immense honneur de recevoir Lise Quesnel pour sa présentation Le télétravail en équipe. Et on insiste particulièrement ce soir parce que pour ceux qui sont habitués, à Notadix, on aime bien recevoir nos coups de cœur et Lise en fait partie. C'est quelqu'un qu'on a déjà vu en vrai. On aurait dû lui demander un autographe d'ailleurs à l'époque où c'était possible. Et elle nous a fait le plaisir, en plus de revoir sa copie, parce qu'à l'époque où elle nous avait parlé de travail en remote, bah, on n'était pas tous soumis de force à ce travail-là à distance. Et donc, du coup, on prenait les choses un petit peu différemment. En tout cas, on les voyait un petit peu différemment. Donc, aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de revenir avec ce sujet qui est on ne peut plus d'actualité. On en profite pour remercier encore et toujours nos sponsors et nos soutiens. Alors, c'est ce qu'on a précisé la dernière fois déjà. AppSitTop et Ascensi ont renouvelé leur sponsoring cette année. Encore un grand merci à eux parce que bah, voilà, c'est grâce à eux qu'on a commencé. C'est aussi grâce à eux et à leur confiance qu'on continue. Et puis en plus, on le verra tout à l'heure, je sais plus où je l'ai rangé, mais on vous fera gagner un t-shirt où il y aura les sponsors ici, Tadix en petit ici, Tadix en grand, waouh, derrière. Je fais bien la pub. Un grand merci aussi à Ici C'est Tours, qui est le nouveau sponsor de l'année, qui fait des vêtements super sympas et même des sacs, enfin voilà, des petites choses à Tours, très présentes. Et on renouvelle à chaque fois nos grands merci à MAM, à la White Coat School et à Palo Alto, qui ont été les premiers à nous ouvrir les portes et de leur réseau et aussi de leurs locaux pour nous accueillir quand on pouvait partager une pizza à la fin de la présentation. Un grand merci à eux. Côté calendrier, sur ce qui se passe plus spécifiquement sur la place de Tours, jeudi 22 avril prochain, à la FUP, vous avez Grégory Planchat qui va venir présenter comment synchroniser les applications encore plus facilement. C'est surtout du coup orienté PHP. Nous, on reçoit, donc les inscriptions seront toujours sur Eventbrite de notre côté, le jeudi 20 mai, Thomas Pierrin qui va nous présenter un sujet autour de l'extreme programming. Le premier, on a hâte. Et puis le prochain, mardi 15 juin, c'est Alain et Lali, on espère, en vrai de vrai cette fois. Enfin en faux, mais qui ne sera pas remplacé, pour un sujet autour de GitHub Action et Code Spaces. Et on vous invite aussi à suivre nos petits copains de Tours, le Tour Jug, qui, je pense, reprendront bientôt les quelques organisations d'événements qu'on fait. Nous, bah c'est ça, c'est nous. Voilà, si vous voulez nous joindre, nous contacter, si vous avez des sujets que vous aimeriez partager ou des sujets que vous aimeriez prendre de l'info et que nous, on pourra faire ce rôle-là d'aller checker dans notre réseau, voir si on connaît des gens. N'hésitez pas. On a même, tiens, on n'a pas mis le CFP pour pouvoir proposer une présentation. On a déjà reçu 2 personnes de cette manière-là et c'est très intéressant du coup d'ouvrir un petit peu le spectre de tout ce qu'on peut partager. Et encore un grand merci à notre jeune maman et créatrice d'identité visuelle, Roxane Chanbao, qui, je pense, on va retravailler avec elle bientôt. Et enfin, le super t-shirt. En vrai, il est aussi flashy que ce que vous voyez là sur le PowerPoint. Pas prévu. Je l'ai lavé, mais pas encore repassé. Hop là. Un fameux t-shirt, donc à votre taille. Donc celui qui le gagnera, il faut rester jusqu'à la fin de la présentation, aura l'insigne honneur de pouvoir le porter cet été quand on aura le droit de sortir à la plage. On va peut-être nous confondre avec un sauveteur par contre, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on va laisser la place à Lise. Est-ce qu'on a pu recevoir entre-temps la présentation à partager sur Gmail? Je vais voir ça. Et non, elle est... Ah, elle vient de... Ça, normalement, c'est bon, ça vient de s'uploader, donc normalement, vous devriez le recevoir dans Ça pas marche. si longtemps. Je ne sais pas combien de kilomètres elle a à faire. On regarde ça tout de suite. Tac, Talix.
Alors, pour information cruciale pour tous les participants, on est fibré depuis quelques jours. Donc, on est super content de pouvoir... On le dit à tout le monde. Donc, on le dit à tout le monde. Et on est super content de pouvoir ouvrir plein de fenêtres, plein de navigateurs différents en même temps, ce qui n'était pas possible avant, dans notre petite campagne. Donc, on l'a reçu. Tu le partages? Je peux faire ça à toi. D'accord. Parce que c'est un PowerPoint et quand je suis pas sûr. Je ne sais pas pourquoi il s'affiche plus, mais OK, ça marche. Tac. Merci beaucoup de votre patience. Ça va arriver incessamment sous peu. Alors lui, je ne sais pas pourquoi. Il ne fonctionne plus. C'est la maladie des écrans qui arrive jusqu'à nous. Celui de Lise ne montrait pas toutes les couleurs et le mien, il vient de s'arrêter au moment même où j'ai reçu la présentation. C'est sa présentation. Non. Oh, c'est pas grave, je vais pouvoir me débrouiller sans. Parce que quick text. Les aléas du direct. Alors, j'ai Windows qui bug de partout. C'est formidable, par contre, de pouvoir passer d'une fenêtre à une autre. La magie, c'est ça. Ce pouvoir de téléportation. Il y a eu une vraie évolution dans Zoom. Hein. Ils ont vraiment fait des fonctionnalités que personne n'avait jamais vues. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On ne se moque pas. Ah, ça devrait le faire quand même. Attends, depuis le temps que nous, on travaille en remote, on devrait être habitué à ces choses-là. Ah, c'est bon, j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait. Pourquoi? Si, c'est le temps que ça On montage. Hein. Oui, on fera genre tout s'est bien passé. Alors, c'est le temps que le PowerPoint se lance maintenant. Bah, écoute, oui. Ouverture impeccable, c'est bon, on va pouvoir y aller. Affichage en grand écran. Bientôt. Partage et ça va le faire. Élise, est-ce que tu veux que je regarde pour te donner le contrôle à distance? Tac, tac, tac. Lise, c'est bon. Normalement, je t'ai donné la main. Alors, je ne sais pas. Alors, comment je prends la main? Avec ta souris, simplement, normalement, tu peux naviguer. D'accord, ok. Oui, d'accord. Ok, il faut que je clique sur les... Ah, non, bah là, il fait que avancer, alors. Ah, mince. Je voulais tester, mais... Et avec les flèches, c'est pas mieux? Ça n'a pas l'air. Bon. Là, c'est revenu sur ta première slide. Ou alors, ça met juste un peu de temps, c'est Ah, peut-être, oui. Oui. Alors, c'est pas nous. Nous, on est fibrés. Ok, et bah du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de télétravail en équipe. Alors, essai de... Oui. Ah non, je suis allée trop vite. Donc, le télétravail, souvent, quand on en parle, on pense que c'est pas vraiment du travail. Ou bien, eh bien, on n'arrive pas à se concentrer. Mais en fait, ce qui se passe en réalité, c'est plus qu'on va avoir on va avoir tendance à travailler plus et donc plus tard, et également à être seul à longueur de journée. Donc moi, mon but, durant cette présentation, ça va être de vous faire prendre conscience qu'il y a des idées préconçues, il y a des pièges à éviter, et donc moi, mon rôle, ça va être de vous donner les billes, en fait, pour pouvoir éviter tout ça. Alors, du coup,
Je me présente, je m'appelle Lise Kennel, je suis développeuse et lead dev à Zenica. Alors du coup, comment tout ça s'est un peu déroulé? J'ai d'abord commencé Zenica Paris en 2017. J'ai effectué différentes missions. Et puis en 2018, j'ai rejoint la mission PIX. Ça s'est très bien passé. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie de déménager à Nantes. J'en ai fait part du coup à Zenica ainsi qu'à PIX. Et ils ont tous les deux accepté de me suivre dans cette aventure. Et c'est pourquoi en 2019, j'ai déménagé donc à Nantes et donc j'ai intégré Zenica Nantes. Et c'est là où j'ai commencé à travailler toujours pour PIX, mais en télétravail de longue durée. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que du coup, sur le télétravail, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas pouvoir parler de tout. Après, il y a les questions aussi à la fin, donc ça va pouvoir vous aider. Mais je vais parler dans un premier temps de ce que moi je trouve important et de ce que je vis pour voilà, vous aider. Mais en tout cas, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est possible que ça ne marche pas pour tout le monde et c'est normal. Et du coup, d'ailleurs, quels en sont ces risques-là que ça ne marche pas? Alors, le premier risque, ça va être la solitude. C'est-à-dire que quand on est tout seul, à longueur de journée, voire à longueur de semaine aussi, voilà, ben, on peut se sentir seul. Et ce qui est normal. Et puis, ben, voilà, de fait de cette solitude, on va voir au fur et à mesure un manque de motivation. On ne va pas avoir envie de se lever le matin, pas avoir envie de reprendre après une pause. Voilà, manque de motivation générale. Un autre risque également, comme on ne coupe pas, il n'y a pas de coupure entre le monde professionnel et le monde personnel, eh bien, on va avoir du mal à avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle suffisant. Et enfin, le dernier risque, c'est que comme on ne sait pas ce que vous faites, eh bien, on va penser que vous ne travaillez pas. C'est-à-dire, on va penser que vous êtes sorti faire un tour, que vous faites la sieste. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que ça peut poser problème. Et pour éviter tout ça, je vais vous donner la clé. Et la clé, quelle est-elle? Comme dans toute relation, même professionnelle, en fait, la clé, ça va être la communication. Plus vous allez communiquer de choses à vos collègues et à vos supérieurs, plus ils vont avoir confiance en vous et plus ils vont vous communiquer de choses en retour. Mais attention, ça marche aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous omettez de communiquer des choses, bien, vous allez perdre la confiance qu'eux, ils avaient placée en vous. Donc, ça marche comme un cercle vertueux, mais également comme un cercle vicieux. Donc, il faut faire extrêmement attention. La communication, également, il y a différents niveaux d'efficience. C'est pour ça que j'ai appelé ça la pyramide de la communication. Plus on est haut dans la pyramide, plus cette efficience, elle va être élevée. Mais il faut faire attention parce que c'est prenant. Donc, cette pyramide aussi retranscrit la quantité de messages, de communication de ce type qu'il faut avoir. Par exemple, en messagerie, donc par message tout simplement écrit, où là, comment dire, il n'y a aucun sentiment qui passe. C'est vraiment du texte brut. Mais en même temps, c'est facile. On en fait plein à longueur de journée. Ça prend pas beaucoup de temps, etc. Donc voilà, au niveau quantité, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que donc la messagerie, donc c'est asynchrone. Donc on n'a pas besoin d'être 2 personnes ou plus en même temps. Donc ça, c'est bien intéressant. Mais voilà, du fait qu'il n'y ait pas des sentiments, bah, il peut y avoir parfois des petites incompréhensions, etc. Donc, on n'utilise pas la même messagerie pour faire les mêmes choses. Par exemple, les mails, c'est quelque chose de très formel. On y met la forme. Donc,
ça passe relativement bien, mais bon, on met du temps, un peu plus de temps quand même à rédiger, etc. En revanche, la messagerie instantanée, bah voilà, on écrit des messages instantanés comme on parle, et parfois, bah, il peut y avoir des petits quiproquos. Et ça, comme on ne met pas forcément la forme, et bah c'est normal, entre guillemets. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas hésiter à utiliser les emojis pour faire passer des émotions en plus de ce texte, en fait, qui va apporter plus d'informations. Également, il ne faut pas hésiter à, si vous voyez qu'il y a un petit quiproquo qui commence à naître, à monter dans la pyramide et à se dire, OK, là, il y a un truc qui ne va pas, on s'appelle, on voit ensemble ce qui ne va pas, parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, etc. Voilà, il ne faut pas hésiter. Donc justement, j'en viens à ce qui vient juste au-dessus dans la pyramide, à savoir l'appel téléphonique. Donc là, c'est quelque chose qui est synchrone, où il y a déjà des choses on entend la voix de la personne, donc on va pouvoir sentir un peu plus les sentiments de la personne, le stress, la pression, voilà, avec des petits trémolos dans la voix parfois, etc. Et ensuite, on monte encore d'un niveau, c'est la visio, où là, donc, on va non seulement entendre, mais également voir les différentes personnes. Et donc là, on va pouvoir voir sur les visages les différentes expressions faciales, etc. Et donc ça, c'est assez important aussi. Et enfin, le top du top, en haut, mais qui est quand même assez prenant, parce qu'il faut se déplacer, etc., c'est le face-à-face. Donc là, c'est le top du top. Pourquoi? Tout simplement parce que non seulement on voit la personne et on l'écoute, mais il y a également un rapport aux personnes qui est différent, en fait. On est plus investi, on est plus... voilà, c'est le top du top. Mais en même temps, voilà, c'est prenant. C'est pour ça que c'est important, cette forme de pyramide, pour bien comprendre qu'il y a une hiérarchie en termes de qualité, mais également en termes de quantité inverse. Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, il y a un diagramme de Alistair Cockburn qui est beaucoup plus détaillé sur le sujet et très intéressant. Alors du coup, tout ça, c'est un peu théorique. Moi, je vais vous expliquer comment je traduis un peu tout ça dans ma vie de tous les jours. Alors du coup, avant la période Covid, je me rendais dans les bureaux de Zenica Nantes. Mais c'est un peu pareil maintenant. C'est juste que je me rends dans mon bureau chez moi, dans mon bureau. En fait, ce qui est important de comprendre derrière ça, c'est que c'est nécessaire de séparer les activités pour tout simplement avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Si vous ne séparez pas, vous allez avoir du mal à faire la différence à quel moment je travaille, quel moment je fais une pause, quel moment... voilà. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent vous aider. Si vous avez du mal justement à séparer les activités, vous pouvez encore aller plus loin et compartimenter par exemple vos outils. Avoir 2 téléphones, avoir 2 PC pour vraiment séparer les choses. Il y avait autre chose que moi je faisais avant. J'allais dans les bureaux de Zenica Nantes pour justement contrer la solitude. Vous pouvez aller dans les bureaux de coworking, donc pas en la situation actuelle, mais dans une situation normale, vous pouvez tout à fait vous y rendre. Voilà, vous pouvez discuter, partager, etc. C'est extrêmement important justement pour cet aspect casser la solitude, quoi. Du coup, la journée avance, je prends mon café, j'écris bonjour. En fait, comme quand vous arrivez au travail, vous passez dans les bureaux, vous dites bonjour à tout le monde. Là, c'est pareil, juste vous écrivez bonjour. Alors, ça peut être n'importe où, hein, ça peut être dans donc nous, on a Slack, donc on a peut être un channel Slack dédié. Et puis, ce qui est également important aussi avec le télétravail, c'est que comme il y a beaucoup plus
de communication asynchrone, donc des messages, des mails, voilà, le montant global est beaucoup plus important. Vous n'allez pas pouvoir tout lire, c'est impossible. Donc, vous allez devoir filtrer. Donc, vous allez filtrer et lire seulement ce qui vous est utile et ce qui vous est pertinent. Et donc, ça, c'est assez important parce que sinon, vous allez passer genre une demi-journée à rattraper les messages que vous avez loupés de la veille, et ça tous les jours, donc c'est plus possible. Donc voilà, lisez vraiment ce qui vous est utile, ce qui vous est pertinent. En début de journée, j'ai ce qui s'appelle un daily meeting. Donc en fait, c'est un petit moment en début de journée où on échange sur ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire aujourd'hui et si on a rencontré des problèmes. Donc en remote, il y a différents outils qui permettent de faire ça. Si vous n'avez pas ce genre de petits points, alors soit vous pouvez essayer de le mettre en place au sein de votre équipe, ou alors vous pouvez vous-même vous définir un but personnel pour la journée ou pour la semaine, par exemple. Voire vous faire un macro emploi du temps. Ça marche très très bien, par exemple, quand on a des choses à rendre, voilà, vous pouvez vous faire de telle heure à telle heure je fais ça, telle heure à telle heure je fais ça. Ça marche très très bien. Et puis pour les rituels agiles ou pour les réunions en général, je dirais le plus important, ça va être le matériel. Pour la simple et bonne raison que si vous n'avez pas de matériel, vous n'avez pas de communication. Et je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, du coup, ce que j'ai dit par rapport à la communication. Pas de communication, pas de confiance. Donc ça, vraiment, c'est primordial. Alors, il y a plusieurs choses. La première, ça va être une bonne connexion. Donc, par exemple, la fibre, c'est une bonne connexion. Vous allez pouvoir, même c'est mieux d'avoir une solution de secours. Par exemple, si, voilà, pas de chance, un jour, on vous a coupé votre connexion, voilà. Donc, mais je suis pas sûre que votre boss soit OK, enfin, aussi, s'il est sympa. Mais voilà, ça peut arriver, donc il faut avoir cette solution de secours. D'autres types de matériel, ça va être un casque pour que vous puissiez bien entendre et pas forcément aussi déranger peut-être votre conjoint qui télétravaille juste à côté. Voilà. Un micro, pour qu'on puisse bien vous entendre et pas entendre aussi les bruits ambiants. Les enfants qui courent, la tondeuse du voisin qui est... Voilà. Ça, c'est aussi important. Pendant que je suis sur le matériel, c'est pas forcément par rapport à la communication, mais par rapport à votre santé. C'est extrêmement important. Si, par exemple, à longueur de journée, vous êtes dans le canapé, c'est pas viable comme situation. Installez-vous sur un bureau, sur une chaise confortable et comment dire, adaptée à vous, à votre morphologie. Voilà, c'est hyper important. En fait, on ne s'en rend pas compte forcément sur le moment, parce qu'on dit ça va, je travaille bien, voilà. Mais en fait, à la longue, voilà, c'est là où ça fait mal. Voilà pour le matériel. En ce qui concerne la réunion en elle-même, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la visio et de mettre la caméra, surtout dans des réunions où vous avez votre mot à dire. Parce qu'en fait, donc, ça va, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez, les gens vont vous voir et voir ce qui vous importe, ce pourquoi vous êtes impliqué, etc. Et donc ça, dans une réunion où vous avez votre mot à dire, c'est extrêmement important. Donc maintenant, on connaît plein d'outils pour faire ça. Alors, d'autres outils qui sont utiles en réunion, ça va être les outils que j'appelle des schémas collaboratifs. C'est-à-dire, c'est des outils où on peut voilà, mettre des post-it, dessiner, voilà, faire un diagramme, des trucs, voilà. Donc maintenant, il y en a quelques-uns aussi qui ont fleuri dans l'écosystème. Mais du coup,
donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces schémas? Par exemple, nous, on fait nos rétrospectives agiles sur ce type d'outils. Ou bien on va expliquer une fonctionnalité en détail, ou bien on va réfléchir à comment ça marche tel truc, comment on va faire tel truc. Voilà. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Un moment assez important quand même dans la journée, ça va être les revues. Alors les revues, qu'est-ce que c'est? C'est un moment privilégié où on va demander son avis à des personnes compétentes sur ce que nous on a fait. Alors pourquoi c'est important? Non seulement en fait ça va être bénéfique du coup au groupe, parce que la qualité de ce que vous allez produire, elle va être meilleure, mais également vous allez partager vos connaissances avec les autres et puis discuter et créer du lien tous ensemble. Et c'est ça, nous, qui nous intéresse en télétravail. Alors, ces revues, ça peut être des revues de toute forme. Ça peut être des revues de code, des revues fonctionnelles, des revues de design, des revues de documents qu'on a à fournir. Enfin, voilà, ça peut être vraiment de tout type. En ce qui concerne vraiment la collaboration avec vos collègues au jour le jour, donc moi, par exemple, je code, donc j'utilise le pair programming de manière assez régulière. Donc vous avez plusieurs outils qui permettent de faire ça. Le partage d'écran, le partage de terminal, le partage de code. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la collaboration vous permet de ne pas être seul à longueur de journée, parce que c'est quand même ça qu'on fait une grosse partie de votre travail. Voilà, et du coup, ça vous permet de ne pas être seul sur une grosse partie de la journée. Donc, vous pouvez collaborer sur un peu tout. Alors, moi, je suis développeuse, donc je code. Mais par exemple, si vous faites du design, vous pouvez pair designer. Il y a des outils pour faire ça. Je crois que ça s'appelle Figma. Voilà, ou si vous développez, enfin, si vous écrivez aussi, vous avez besoin d'écrire des documents, bon, là, voilà, il y a des Google Docs, etc., qui permettent de collaborer à plusieurs. Donc, c'est vraiment, il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de collaborer. Donc, faites vraiment pas hésiter à faire voir des présentations à plusieurs, voilà. Alors, forcément, à un moment donné, vous allez avoir besoin d'aide. Alors, du coup, il ne faut vraiment pas avoir peur de demander de l'aide, tout simplement parce que quand vous allez demander de l'aide, c'est pas parce que vous ne voyez pas la personne que du coup, elle est occupée ou elle est... voilà. De toute façon, si vous utilisez une messagerie instantanée, c'est des messages asynchrones. Donc, si la personne n'est pas disponible, c'est pas grave, elle ne vous répond pas. Ça attendra, voilà. Vous pouvez lui envoyer j'ai besoin d'aide, j'arrive pas à faire tel truc, est-ce que tu es dispo 5 minutes? Alors, soit la personne ne vous répond pas et voilà, vous continuez votre vie à chercher, machin. Soit elle vous répond et elle peut vous répondre ok, je suis dispo, ou alors elle vous répond je suis dispo, mais plutôt dans une demi-heure, est-ce que ça te va? Au moins, voilà, vous allez avoir de l'aide, quoi. Et donc, une fois que vous avez obtenu l'aide que vous avez demandée, vous allez pouvoir documenter ça. Et donc, ça va être utile pour les futures personnes qui ont eu la même problématique que vous, en fait. Documenter également, ça, bien sûr, ça aide de manière globale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir... ça va être bénéfique, on va dire, au plus grand nombre. Des personnes vont pouvoir lire votre documentation, etc. Ça va être entièrement bénéfique. Et puis, pour la postérité, pour la maintenance, etc., c'est fort utile. Arrive la fin de journée, j'écris au revoir. Et puis, je vais dire comment s'est passée ma journée. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que toutes les personnes de l'équipe, je ne les ai pas forcément eues en visio ou au téléphone dans la journée.
Et bah voilà, je ne sais pas comment s'est passé leur journée, bien passé, mal passé. Alors ça peut être professionnel ou personnel. Mais du coup, si c'est professionnel, bah, même si c'est personnel, je vais aller lui demander, bah alors, qu'est-ce qui se passe, machin. Si elle a envie de me le dire, elle me le dit. Mais c'est OK aussi de ne pas le dire. Mais en tout cas, au moins, je saurais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et peut-être si à la réunion d'avant, cette personne était un peu grincheuse, voilà, bah, au moins, je vais pouvoir relier les deux et me dire, ah bah voilà, c'est pour ça. C'est pas grave, c'est pas par rapport à ce que j'ai dit ou voilà. Donc voilà, c'est une forme de communication aussi qui est hyper importante. Et puis, dernière chose aussi, à la fin de journée, eh bien, on déconnecte, on coupe du travail, notamment si vous travaillez avec une entreprise qui est sur plusieurs time zones. Et bah, du coup, vos collègues qui sont dans des time zones différentes, eux, ils continuent à travailler. Et donc, les notifications, bah, ça continue à arriver. Et donc, voilà, il faut couper, quoi. Donc, pensez à désactiver ces notifications-là. C'est assez important. Donc, voilà, je vous ai parlé de mon quotidien, on va dire. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on a oublié un truc par rapport à ce que j'ai dit dans la pyramide. C'est que bah, de temps en temps, je parle au passé, je me déplaçais environ 2 fois par mois en physique, donc dans les locaux. En général, je couplais ces moments-là avec des moments qui étaient importants, donc des moments où on faisait des rétrospectives agiles, où on faisait des démonstrations, etc. Des moments où, voilà, où je pouvais voir du monde qui était important. En ce qui concerne l'onboarding, moi, ce que je conseille, c'est 1 à 2 semaines d'onboarding sur place pour apprendre à connaître les gens, de quel pôle ils sont, etc. Et d'ailleurs, par la suite, ça va faciliter la communication et aller demander des choses à des gens. Si on ne les connaît pas, forcément, c'est beaucoup plus dur. Pour les entreprises qui sont entièrement distribuées, c'est-à-dire qui sont partout dans le monde, ils n'ont pas de locaux, voilà. Et ce qu'ils font, en fait, c'est 2 à 3 fois par an, ils se rencontrent quelque part sur le globe pendant plusieurs jours pour bah, voilà, faire des activités, se connaître, se rencontrer, etc. Et pour eux, c'est extrêmement important parce que c'est les 2 ou 3 seuls moments où ils peuvent faire ça. Et du coup, bah, là, on est passé un peu, ça fait 1 an, on est tous un peu bah, de notre côté, etc. Alors, comment on réussit quand même à créer du lien en étant chacun de son côté? Alors, la première chose, c'est que vous pouvez faire des pauses café en visio. C'est-à-dire, d'habitude, je ne sais pas, moi, vers 10h30, quelque chose comme ça, quand vous prenez votre café, bah, au lieu de prendre votre café tout seul, vous allez dans une réunion dédiée, en fait, où du coup, tous les gens qui prennent un café se retrouvent, et puis voilà, vous pouvez parler de choses et d'autres, comme une discussion machine à café, mais machine à café devant son PC. Autre chose que vous pouvez faire, c'est les points de synchro. Donc, intra et inter-équipe. Donc, intra, par exemple, je vous ai montré l'exemple des daily meetings tout à l'heure. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est des points de synchro inter-équipe. Par exemple, 1 fois par semaine, nous, c'est tous les lundis, eh bien, on va dire, chaque pôle va dire où est-ce qu'il en est, c'est quoi ses actus, et c'est quoi ses futures actus aussi, sur quoi il est, etc. Bah, pour tout simplement voilà, communiquer des choses qui ne sont pas forcément bah, communiquées sinon, quoi. Sinon, on reste dans son coin, on reste avec son équipe et c'est tout. Donc, voilà, ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très utile. Autre chose que vous pouvez du coup faire, c'est travailler en binôme, en trinôme. Comme je vous ai montré tout à l'heure avec la collaboration, bah là, c'est le même principe. C'est pas parce qu'on est en remote qu'il faut laisser la collaboration et le travail en binôme de côté.
justement, c'est justement parce qu'on se sent seul qu'il faut essayer d'aller vers ça. Et puis de manière plus légère, vous pouvez organiser des petites sessions de jeu, voilà, entre collègues, en fin de journée, ou sur la pause du midi, à vous de voir. Voilà, donc il y a différents jeux qui existent maintenant, qu'on a appris à, à connaître. Je pense à Scribble, je pense à Gartic Phone, voilà. Et également, vous pouvez organiser des after-work en remote. Ça marche très bien. Voilà. Et puis, dernièrement, j'ai eu une collègue qui m'a dit mais du coup, c'est quoi la différence pour toi, en fait, du coup, le télétravail en période Covid et en période pas Covid? Alors, du coup, je me suis dit, hey, c'est intéressant comme question. Alors, j'ai fait une slide. En période pas Covid, alors déjà, je pense à mes collègues, pardon. Les enfants sont pas à la maison. Du coup, c'est ça déjà, ça change tout. Et puis, si par hasard, vous aviez les enfants à la maison ou si vous avez décidé de ne pas rester, vous avez envie de voir du monde, vous pouviez aller en fait dans des espaces de coworking. Moi, c'est ce que je faisais, hein. J'allais dans les bureaux de Zenica. J'allais, voilà. Et c'est plus possible quoi, en période Covid. Dernière chose que je trouve mieux en période pas Covid, c'est les moments de team building, parce qu'en fait, ces moments-là, alors sur l'année passée, en un an, on en a fait 2, ce qui est quand même challengeant vis-à-vis du calendrier. Mais on a réussi à en faire 2. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces 2 moments-là, c'était des moments très, très, très importants. Et je pense que toute l'équipe s'en souvient, tellement c'était intense et bienvenu, en fait. Mais du coup, ce que je pense, c'est qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Et c'est ça que je regrette, du coup, parce qu'avant, je retournais plus souvent que ça, du coup, dans les locaux. Rien que pour des moments de partage, des moments d'échange, voilà, ça, c'était hyper important. Et puis, ça peut peut-être surprendre, mais il y a des choses qui sont mieux en période Covid. Alors, quelles sont-ils ? La première chose, concerne en fait les ateliers. Les ateliers agiles, en fait, en temps normal, on sort les tableaux blancs, on sort les post-it, voilà. Sauf que en période pré-Covid, du coup, tout le monde était sur place. Moi, j'étais en télétravail. Et donc, ce qu'il y avait écrit sur le tableau blanc, moi, je voyais rien. Ce qu'il y a écrit sur les post-it, je vois rien non plus. Je peux pas écrire sur les post-it, donc j'ai besoin d'un scribe. Et puis, les gens ne pensaient pas forcément s'approcher du micro pour parler, donc j'entendais rien. Donc bref, j'entendais rien, je voyais rien. La totale, c'était pas très reluisant. Mais bon, après, ça, c'est tout. Ça, ce que je vous dépeins là, c'est quand on n'est pas outillé, quand on n'a pas pris le pli et quand on n'est pas investi. Parce que, en fait, tout est une question d'outillage. Donc ça, je vous le dépeins de manière assez pessimiste, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe quand on ne fait pas attention. Donc également, quelque chose que j'ai trouvé mieux en période Covid, c'est les after-work, les cafés et jeux en remote, tout simplement pour la simple et bonne raison que quand on est sur place, les cafés, on va à la machine à café. Et donc, du coup, moi qui attendais avec mon café devant mon PC en disant hey, « je suis là », et du coup, il n'y avait personne parce que tout le monde préfère aller discuter de vive voix, voilà. Ce qui est normal, mais du coup, d'un autre côté, je me sentais un peu seule. Pareil, les jeux à distance, ils n'existaient pas. Le midi, les jeux, c'était voilà, des jeux de cartes, des jeux de trucs.
Et ben, moi, j'étais pas, je pouvais pas, tout simplement. Et pareil pour les after-work. Donc voilà. Dernière chose aussi, c'est, je me suis aperçue, un collègue m'a dit juste après justement la période le premier confinement, j'ai l'impression de plus être au courant de rien, je sais pas ce qui se passe. Et moi, j'avais pas l'impression que ça allait changer en fait. Et ce que j'ai compris tout simplement, c'est que il avait pris l'habitude d'écouter d'une oreille les daily meetings des autres, de participer aux discussions du midi, de participer aux discussions de machine à café, etc. Et du coup, il y avait plein d'infos informelles qui passaient par ces biais. Et du coup, moi, je loupais tout ça, en fait. Et donc, donc il avait l'impression de louper plein de choses, tout simplement parce que c'était plus communiqué de la manière dont il avait l'habitude. Mais du coup, ça a été bénéfique vis-à-vis de ça, c'est que du coup, toute la communication donc, qui était synchrone sur ces sujets informels, en fait, est devenue une communication asynchrone et s'est démocratisée. Et donc, moi, j'ai pu être au courant de choses dont je n'étais pas au courant avant. Puisque tout le monde s'est mis à utiliser les outils de communication asynchrone. Voilà. Du coup, pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que le plus important dans tout ça, en ce qui concerne le télétravail, c'est que des deux côtés, donc côté colocalisé et côté télétravail, on soit volontaire, on veuille faire l'effort de communiquer, faire l'effort d'être outillé, faire l'effort de ne pas laisser tomber, quoi. Même si c'est pas dans les habitudes au début, c'est compliqué, machin, vraiment, il faut y aller, quoi, parce que ça permet beaucoup de choses. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à surcommuniquer. Je vous l'ai dit au début, vous pouvez filtrer. Donc vraiment, je vous incite à communiquer plein de choses. On ne pourra jamais vous reprocher de trop communiquer. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens, vraiment, ils ne sont pas faits pour ça. Et puis, il y a des choses qui ne marchent pas avec tout le monde non plus. Donc, il faut un peu prendre des choses par-ci, par-là, essayer, itérer. Et c'est ce que je vous conseillerais, c'est de tester des choses au fur et à mesure. Voilà. De manière personnelle, ce que je pourrais dire, c'est que cette expérience, moi, ça m'a permis d'être plus épanouie personnellement, c'est-à-dire que j'ai pu vivre dans l'environnement qui me plaisait, tout en gardant le projet pour lequel j'avais envie de travailler. Et puis pour Pix, ma mission, eh bien, tout simplement, ça a permis d'avoir des collaborateurs plus impliqués, tout simplement parce qu'ils sont contents, donc voilà, ils sont plus impliqués. Donc de manière générale, je dirais que c'est une expérimentation réussie, puisqu'il y a même eu 2 personnes qui sont arrivées après moi en télétravail total. Donc globalement, voilà, tout le monde est content et tout marche bien. Et bien voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup. Est-ce qu'il y a des questions du coup dans le... J'ai pas accès à la... Ouais, j'en avais juste une. C'est juste que vous mettiez derrière team building. Parce que comme ça, à vue de nez, j'aurais dit quelque chose qui sort du contexte du travail habituel, mais c'était juste pour confirmer. Ça peut être un peu de tout. Team building, ça peut être des petits jeux en groupe, un escape game par exemple. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit des petites activités, des jeux, c'est vraiment très très large. Ça peut être une visite, par exemple, mon équipe est venue à Nantes. Du coup, les Parisiens sont venus à Nantes. Et du coup, on a fait une petite visite des machines de Lille. Je ne sais pas si vous connaissez à Nantes, l'éléphant, etc. On a fait une petite visite et ça a permis à tout le monde
bah voilà, d'être contente, de se voir dans un autre contexte, etc. Donc vraiment, ça peut inclure un peu ce que vous voulez. C'est totalement large. L'objectif principal, c'est d'apprendre à se connaître pour créer des liens, tout simplement. Ça marche. D'autres questions? Oui, il y a une question de Katie. Si tu veux la poser en vrai, ou alors Ouais, je peux la poser. Tu parlais de personnes qui ont fait de l'onboarding en fait après toi et donc qui ont connu que le télétravail en fait. Du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu leur donnerais les mêmes conseils que ce que tu viens de nous donner en fait? Oui, tout à fait. Donc, il y a même une personne qui est arrivée pendant le premier confinement. Donc, du coup, il n'a pas vécu l'onboarding que j'ai conseillé du coup d'une semaine, voire 2 semaines sur place, parce que du coup, on ne pouvait pas. Mais du coup, on a redoublé d'efforts par rapport à l'intégration, justement, parce que c'était hyper important. Mais sinon, tout le reste des conseils reste valable. C'est-à-dire que voilà, toute cette communication, ça reste, enfin, c'est primordial et il n'y a pas de changement foncièrement entre ce qui est juste diffère, ça va être cette première partie où on va dire je conseille parce que c'est mieux 1 à 2 semaines sur place pour connaître tout le monde, etc. Parce que là, je dirais que juste alors c'est pas un problème, mais c'est peut-être du coup avec ce confinement, on voit pas forcément physiquement les gens et du coup c'est pas comme si on les connaissait vraiment, donc on a peut-être un peu de mal, surtout les gens qui sont pas forcément dans notre équipe, donc les gens un peu plus autour, dans les pôles extérieurs, ben on va pas aller les voir tout de suite en fait. On va pas, voilà, il va y avoir une certaine distance un peu, et c'est juste, bah, je pense, à cause de cette période qui n'a pas été faite, ces 1-2 semaines là, bah, que je conseille, mais qui malheureusement, selon la période, n'ont pas pu être faites. Mais bon, voilà. Ça me permet juste de rebondir dessus, du coup, parce que c'était une de mes questions concernant le onboarding à distance. C'est quand même ultra particulier. Moi, j'ai de la chance de bouger souvent. Donc, j'ai l'habitude voilà, de créer le contact, d'essayer de réapprendre un petit peu tout. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui sort d'école, dont c'est la première mission et dont le onboarding quasiment inexistant aujourd'hui dans la plupart des entreprises à distance, je parle, c'est compliqué. Quand les gens qui n'affichent pas leur tête, justement, alors moi, je connais par cœur les voix des gens. D'ailleurs, je leur ai dit, hein, le jour où on va se rencontrer en vrai, c'est par vos voix que je vous reconnaîtrai. Mais quel conseil tu donnes, du coup, pour faire un onboarding, alors pas idéal, mais à minima réussi, et pour que les gens, justement, créent quand même leur contact facilement les premiers jours? Alors, ce que je conseillerais, c'est de faire d'avoir des petites présentations de chaque pôle déjà, pour que chaque pôle présente. Donc, tout au long, voilà, pendant 1 à 2 semaines. Alors, pas trop condensé non plus, parce que sinon, après, on a l'impression que ça sort par une oreille, enfin, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Forcément, il y a trop d'infos. Donc, il faut diluer quand même sur 2 semaines. Mais voilà, c'est avoir des petits entretiens avec chaque membre, enfin avec un pôle. Le pôle explique son rôle, qu'est-ce qu'il fait, etc. Voilà. Quelles personnes sont dans ce pôle, etc. Enfin voilà, le fonctionnement un peu du pôle. Ça pour tous les pôles. Et puis après, également des choses un peu plus générales, par exemple le fonctionnement de l'entreprise, et puis après, des choses plus équipe après, parce que forcément, la personne, elle est intégrée dans une équipe souvent. Et donc, bah, des choses qui vont lui servir peut-être plus de manière immédiate, ça va être ce qui rapproche à son équipe. Donc, peut-être faire un focus dans un premier temps sur ce qui est proche de la personne, ce qui va être proche de son environnement. Et puis après, au fur et à mesure, au bout de 2 semaines, 3 semaines, avoir des points qui permettent de connaître, voilà, les pôles qui sont autour, qui vont graviter autour. Parce que trop d'infos d'un coup, ça tue l'info, donc c'est pas bénéfique. Donc c'est un peu ça qu'il faut juger entre
je te donne toutes les infos possibles de la Terre et je t'en donne suffisamment voilà, pour que tu puisses faire des trucs et avancer, quoi. Merci. Alors, il y a 3 questions. Alors, il y en a une de Sébastien qui n'a pas de micro, donc du coup, je vais essayer de la poser le mieux possible. En imitant sa voix. Voilà, en imitant sa voix. Non, mais qui demande si le débit Internet a-t-il déjà été une limitation? En gros, est-ce que tu as déjà été embêté, je présume, que c'est ça le fond de la question. Comment ça se passe quand matériellement, ça ne suit pas? Comme tu en as un peu parlé avec le plan B, mais je présume que ça doit rejoindre ça. Ouais. Alors du coup, ouais, il y a le plan B. Moi, ça m'est arrivé pour une raison, je me souviens plus laquelle, mais du coup, mon fournisseur internet avait coupé la connexion. Du coup, j'étais en 4G tout simplement. Alors du coup, ça tient un temps, mais bon, après ça dépend de son forfait, tout ça. Donc c'est sûr que voilà, il y a des solutions. Les solutions de secours doivent rester quand même des solutions courtes et essayer de récupérer quand même sa solution principale rapidement, en fait. C'est mieux. Autre chose aussi, il y a des par exemple, quand vous avez juste un souci momentané, utiliser la vidéo, ça prend plus de bande passante. Du coup, si vous coupez la vidéo, vous allez entendre mieux les autres et mieux vous faire comprendre. Donc ça peut être une petite astuce aussi. Voilà, comme ça. Est-ce que l'employeur peut justement réclamer à ce qu'il y ait un retour en fait sur place dans ces cas-là, même si c'est ponctuel? Est-ce que c'est quelque chose qui est contractualisé ou... Je sais pas, ça doit dépendre des entreprises et peut-être de la convention collective des différentes entreprises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une entreprise normalement se doit de pouvoir fournir tout ce qu'il faut, en tout cas, au bon travail d'un salarié, y compris chez lui. Donc voilà, après, du coup, est-ce qu'il peut obliger un salarié à... Moi, je pense pas, surtout quand il y a des directives... Oui, de l'État, on va dire un peu particulière. De l'État qui incite au télétravail. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut faire jouer le syndicat, tout simplement, et essayer de trouver un compromis avec eux, tout simplement. Ok, merci. On a d'autres questions. Alors, on a Florian, je ne sais pas si tu veux la poser ou si tu veux que je la pose pour toi. Oui, pas de problème, merci. Merci pour ta présentation, Lise. Je me posais un petit peu une question qu'on a tous forcément. Il y a la période Covid actuelle et toi, avec cette presse, avec du coup du recul auprès de ton client et puis finalement auprès de Zenica, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui, ayant vécu le télétravail au quotidien, vont en faire leur manière de travailler permanente finalement? Est-ce que ça a permis de convaincre des personnes de passer 100% en remote? Alors, 100%, je pense, peut-être qu'il y en a, mais c'est pas du tout la majorité, je pense pas. Ce que j'ai pu observer, c'est que il y aura une démocratisation du télétravail, à raison peut-être de 2 à 3 jours par semaine. Et ça va être en fonction des préférences des télétravailleurs, justement. Et souvent, c'est ce qui revient, c'est qu'ils vont préférer avoir une moitié-moitié pour, justement pour contrer ces effets solitude, manque de motivation, etc., qui peut survenir si on n'y fait pas attention. Mais de manière globale, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est peut-être biaisé, mais en tout cas, j'ai l'impression que les entreprises sont peut-être plus sensibles au télétravail et du coup, à ce que ça, peut-être je pense qu'avant, ils se faisaient une montagne du télétravail et au final, là, mis au pied justement du fait accompli, peut-être qu'ils vont dire, OK, c'est pas si grave que ça, le télétravail, voilà. C'est assez dangereux. Merci. Une autre question de Morgane, si tu veux la poser ou si tu veux que je la pose, toujours pareil, je donne le choix.
Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, on Très bien. t'entend. Ok. Moi, je suis PO et j'ai eu beaucoup de mal pendant le télétravail à vraiment pouvoir travailler au niveau des ateliers, au niveau du backlog grooming, ou au niveau des échanges, au niveau des user stories pour travailler avec mes développeurs. Alors, on s'en sortait bien parce qu'on avait l'expérience de travailler ensemble avant le confinement, mais je veux dire ça, si toi, tu avais une expérience ou des conseils pratiques à ce sujet-là, parce qu'on utilisait beaucoup Miro, mais voilà, c'était quand même assez complexe, assez difficile, et je voulais savoir si toi, tu avais des conseils, des questions et tout, et en dehors de ça, sinon, c'était très intéressant comme slide, et voilà. Merci beaucoup. Alors, du coup, ce que je peux dire, c'est que on n'a pas, enfin, après moi, du coup, j'étais en télétravail avant, donc j'ai pas ressenti vraiment ce changement. Ce que je dirais, ce qui est important, c'est dans tous ces ateliers de grooming, etc. Ce qui est important, c'est en fait on gagne du temps quand on utilise des templates, en fait. Ton template de grooming, ton template voilà, tu les as. Enfin, tu les as de côté, je veux dire, et puis tu les réutilises. Donc, tu n'as pas besoin de refaire à chaque fois tout ton template avec tes beaux carrés, tes beaux trucs et tout. Tu réutilises à chaque fois et ça te fait gagner un temps monstre, en fait. Donc, vous parlez de créer une sorte de routine au lieu d'être novateur et d'avoir des nouvelles idées à chaque fois. Alors, ça dépend. Ça dépend. Dans certains ateliers, par exemple le grooming, typiquement, ouais, voilà, ce que je conseille, c'est de réutiliser. Voilà. En revanche, par exemple, dans les rétrospectives, je trouve ça donne du rythme de changer à chaque fois. Mais ce qu'on fait, par exemple, c'est pas toujours la même personne qui s'occupe de la rétro. La personne qui s'occupe de la rétro, qui anime la rétro, c'est un rôle tournant. Donc, en fait, tous les membres de l'équipe peuvent prévoir un atelier différent, avec des templates différents, etc. Et donc, voilà, ça donne une dynamique. Et puis, du coup, c'est pas toujours la même personne, donc ça change, donc c'est bien. Donc voilà, ça dépend des ateliers, je dirais. Il faut trouver voilà, faut trouver voilà, les bons ateliers vont avec quoi, etc. Tout simplement. J'aime bien l'idée de rôle tournant, effectivement, sur la rétro. C'est vrai qu'on avait toujours soit le Scrum Master, soit moi qui le faisais. Et peut-être que responsabiliser d'autres développeurs là-dessus pourrait permettre de changer un peu la donne, plutôt que d'avoir, finalement, on a toujours eu l'impression que c'était toujours la même personne qui parlait. Et c'était compliqué de parler d'autant plus devant des écrans souvent vides, parce que difficile de motiver certains développeurs à mettre la caméra. Donc, ok, merci, c'est pas mauvaise idée du tout. Je vous en prie. Est-ce que je peux me permettre juste de rebondir? J'allais rebondir, mais vas-y. Tu rebondis plus joliment que moi. Vas-y, je t'aime bien. Non, justement sur l'aspect caméra, en fait, moi, j'en suis revenue. J'avais installé, alors c'était dans une précédente mission, j'avais installé la bonne pratique d'afficher la caméra systématiquement. Parce que moi, à l'époque Scrum Master, c'était plus facile pour moi justement de capter ce qu'on disait là, les retours un petit peu, les réactions, etc. Les signes, voilà, merci non-verbaux. Et en fait, j'ai arrêté de le demander systématiquement depuis que je donne des formations à distance et où il y a quelqu'un avec qui j'ai beaucoup accroché qui m'a dit, écoute, il faut que je te parle franchement. Moi, je le vis très mal d'avoir systématiquement une caméra qui me scrute. Si à un moment donné, j'ai envie de regarder un truc urgent sur mon téléphone pendant ta présentation, je dois me sentir aussi libre que comme si j'étais au fond d'une salle de réunion où on est beaucoup. Et en fait, on a creusé un petit peu et c'est vrai que tu as cet aspect, même si tu mets un fond pour ne pas voir le bordel derrière, tu te sens observé et je me mets à la place des gens qui le vivent mal et je l'ai compris. Donc, on apprend à écouter, pareil, à faire attention au long silence de certains et de se dire, tiens, lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, il y a peut-être un truc qui ne va pas, de checker quelques petits trucs. Quand tu parles, par contre, c'est sympa. Mais c'est bien, voilà. Quand tu parles, c'est quand même sympa que les autres voient aussi ce que tu veux passer. Oui, je parle beaucoup avec les mains. Mais du coup, je comprends qu'on veuille aussi
se muter de manière vidéo. Ouais, c'était c'était certains développeurs. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, je connaissais la plupart de l'équipe, mais là, je vais commencer une nouvelle mission mercredi prochain et je vais connaître personne. Donc, peut-être qu'au début, je vais demander d'ouvrir la caméra. Mais c'est vrai qu'on avait, moi-même et le Scrum Master, on a eu le même souci où, effectivement, lors des rituels, si on pouvait avoir au moins une personne qui avait la caméra allumée, peut-être qui tourne éventuellement, pour avoir de temps en temps autre chose que juste les pastilles rondes, ça faisait assez compliqué. Donc, on était assez relax quand même sur le principe. On n'allait pas obliger les gens à mettre des caméras. Mais c'est vrai qu'avoir un contact visuel avec un humain, ça aide beaucoup au niveau de l'histoire et au niveau de la rédaction. Mais c'est pour ça que pendant mais merci pour le témoignage. C'est vrai. Ce qu'a dit Stéphane, que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est que c'est aussi pour ça que quand on accueille des speakers à TEDx, on laisse nos 2 caméras pour ne pas avoir l'impression de parler à personne, quoi, en fait, et de ne pas avoir de réaction. Il n'y a rien de plus terrible. Pas plus fort, peut-être, parce que je fais ce que je voulais dire sur Rebondis. Alors moi, je suis un PO amateur. Je m'invente PO sur certains trucs. En tout cas, moi, ce que j'ai vu à distance, et c'est pour ça que je rejoins un peu, je comprends la difficulté, peut-être parce que je ne suis pas assez rompu à l'exercice, c'est que moi, je trouve que je suis beaucoup moins efficace à distance avec ma dev team à faire de l'affinage de backlog, à être vraiment en une après-midi, on arrivait puis à se motiver, voire à motiver des gens qui sont peut-être plus réservés, qui vont avoir moins tendance à faire que. Là, moi, à distance, j'ai quand même cette problématique, c'est que j'ai l'impression que parfois, mes sessions de 2 heures ou de 3 heures, qui sont déjà assez fatigantes en plus, elles sont moins efficaces. J'ai l'impression d'avoir fait moins de choses, d'avoir été moins dans le détail, parce qu'il y a ce côté à distance qui fait qu'on capte moins comment les gens réagissent. Et que voilà, quoi. Donc, je comprends que ce n'est pas évident. Il y a des moments de métier, voire des métiers qui peuvent être un peu compliqués. Oui, tout à fait. Il faut savoir prendre des pauses dans ces moments-là. En fait, souvent, on est lancé, on se dit vas-y, on continue. En fait, c'est justement, il faut arriver à couper pour parfois souffler, penser à autre chose, voilà, pour mieux en fait se remettre dedans après. Et du coup, peut-être qu'on était bloqué, et puis voilà, en ayant pensé à autre chose, on va arriver à trouver la solution tout simplement. Je vais juste réagir par rapport à la caméra tout à l'heure. Ce qu'on fait le matin en daily, à la fin du daily, c'est qu'on clappe en fait comme un clap de cinéma pour se synchroniser et dire voilà, la journée commence, c'est parti. Et du coup, en fait, ça, comme il faut se synchroniser et tout le monde clappe en même temps, et ça force, on va dire, la team à allumer la caméra en fait. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que voilà, il y a le côté ludique, on clappe en même temps. Alors en remote, c'est un petit peu challengeant parce que du coup, suivant la distance, etc., c'est assez rigolo, mais voilà, on apprend à vraiment clapper en même temps. C'est assez marrant. Et du coup, voilà, tout le monde allume la caméra, donc ça, c'est... Voilà, je voulais juste préciser ça, c'est plus sympa. On a une question de Vincent, que je n'ai pas oublié malgré le chat qui avance. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, parce que j'ai un problème de casque et de micro. Vous savez, l'informatique, c'est pas trop mon truc. Bonjour, moi je suis donc des développeurs, c'est pour ça que c'est drôle cette phrase. J'ai une question, alors du coup je voulais rebondir. Du coup, moi je suis dans une équipe, on fait du Scrum, enfin safe. C'est vrai qu'avec la distance, c'est un truc qui est assez impressionnant dans les backlog refinement. J'ai un accent magnifique, je le sais. Ce qu'on appelle les BR, c'est plus simple. Rien à voir avec Battle Royale pour ceux qui connaissent. Non, mais globalement, on a un problème, c'est que souvent, quand le PO nous amène des sujets, du coup, il y a quand même les leaders d'équipe qui vont essayer de poser des questions. Les autres sont un peu plus timorés. La caméra est souvent éteinte. On a du mal à pas leur faire allumer. On ne peut pas leur bloquer. En plus, on est chez nous. On y arrive, hein, tant bien que mal, mais pas dans des grands trucs où il y a des gens qui connaissent pas forcément. Voilà. Et globalement, il y a aussi un truc qui m'a semblé et que moi je râle beaucoup avec mon équipe, c'est quand je leur pose des questions, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez des questions, ils répondent pas.
Le Et je leur silence. dis, mais la non-réponse n'est pas une option. Vous ouvrez votre micro et vous me répondez, parce que sinon, vous avez compris, on y va, quoi. Et c'est globalement un problème que j'avais pas quand on était en présentiel, surtout que entre les 2 confinements, on s'est arrangé pour venir toujours le même jour et c'était le jour des backlogs, refinement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez dur à gérer. Moi, je trouve, même dans les engagements aujourd'hui, donc engagement, backlog, refinement, qui est à peu près le même combat de mon point de vue aujourd'hui en tant que développeur. Voilà, donc ça, c'était plutôt la parenthèse, il n'y a pas spécialement de questions. Par contre, alors, si vous avez des trucs pour faire allumer les caméras ou systématiser le truc, ça, je suis toujours partant, hein, je vais contrôler le PC à distance. Je crois qu'on n'a pas le droit, mais Je ouais, crois j'y qu'il y a réfléchis. Disney qui vend des baguettes magiques, mais à part ça, ouais, Alors moi, je me suis mis, d'habitude, je bosse je me suis mis sous mon escalier parce qu'on est à 2 à bosser, donc j'ai pas de bureau. Et je leur dis à mes collègues, hein, je travaille sous un bureau, mais je suis pas Harry Potter. Donc voilà. Et ma question, elle est beaucoup plus dev, et du coup, je vais aller assez vite. Moi, j'ai un problème, c'est avec les outils de pair programming aujourd'hui. Alors, je suis dans une grosse entreprise, on va dire. Enfin, pas une grosse, mais on va dire une entreprise qui ne fait pas de l'informatique de base. Donc, je suis dans les services informatiques d'une entreprise. Et bon, on a Meet, Google, on a la solution Google. Alors, pour faire du pair programming, c'est juste une purge, parce qu'en fait, c'est flou. Le nombre de fois où j'ai dit attends, bouge plus, parce que là, il faut que je vois la ligne pour te dire où il faut intervenir. Enfin, voilà, j'ai passé 2 semaines en pair programming à former un collègue parce qu'il y en avait besoin et puis qu'on avait envie de le faire ensemble, mais j'ai pas touché du code. J'avais mal aux yeux au bout de 2 semaines, vraiment, j'étais pas bien. Et du coup, alors, on utilise IntelliJ, on a commencé à trouver des choses. Mais est-ce que tu as des outils qui sont vraiment collaboratifs? On aimerait bien repasser un peu sur du mob programming. Ouais, c'est ça, du mob programming qu'on avait un peu exécuté en revenant du premier confinement. Alors moi, je suis précis, je suis arrivé en juin dans ma boîte. Donc j'ai signé j'ai signé le 3 mars l'année dernière, 3 jours plus tard. Et puis après, je suis arrivé pendant le confinement, donc j'ai pas vu mes collègues pendant quelques mois avant de les voir en vrai. Et donc voilà, donc ma question, c'est voilà, comment le mob programming était une façon aussi de partager, qui voit aussi que peu importe le niveau, on arrive sur des difficultés à n'importe quel moment. Des trucs qu'on sait même plus faire sur du code un peu bête avec la fatigue. Et donc tout ça, c'était vachement important pour la cohésion d'équipe. Aujourd'hui, j'ai 3 nouveaux devs qui sont arrivés depuis octobre. Et il faut que je les accompagne. Et le problème, c'est que j'arrive pas à trouver une solution qui soit pas pire, en fait. Une Qu'est-ce que tu Slack, as je comme. crois, Lise, non par rapport à ça, il me Il y en semble. avait, je suis un peu passé à côté et je voulais savoir laquelle était utilisée dans quel cas, en fait. Parce que Ouais. J'essaie de revenir en arrière, mais ça a mis du temps. c'est un peu long, ouais. Après, j'aurais pu aller voir. Alors, du coup, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas loin. Voilà. Alors du coup, oui, il y a plusieurs outils, on va dire, pour faire ça. Le partage de code, moi, je suis pas très fan, au sens où le pair programming, au sens où je l'entends, en fait, c'est vraiment la personne qui a l'écran, qui est en train de coder, elle réfléchit pas, elle écrit ce qu'on lui dit de faire, en fait, tout simplement. Du coup, c'est pour ça que ces outils de partage de code, où plusieurs peuvent coder en même temps, etc., je suis pas très fan. Mais ça existe, donc je peux comprendre que du coup, il y a une utilisation, ce soit très très utile pour certaines personnes, etc. Personnellement, du coup, je préfère le partage d'écran. Ce qu'on utilise, nous, c'est Slack. Ce que je trouve très très intéressant, c'est du coup tu peux souligner, tu peux dessiner sur les écrans des gens, donc pour pointer telle ou telle ligne, etc. Je trouve c'est génial pour dire ça, il faut que tu mettes là, etc. Enfin voilà, ça je trouve ça top. Donc nous on utilise ça. C'est notamment donc voilà donc quand une personne prend le clavier. En ce qui concerne le mob programming, c'est beaucoup plus comment dire, dangereux au sens où s'il y a peu de personnes qui sont investies dans le code, à un moment donné, les autres personnes vont aller faire d'autres trucs, etc. Et donc ça, voilà, on a du mal à investir tout le monde. Donc ce que je conseille, c'est de tourner le clavier, c'est-à-dire tu mets un timer tout simplement, au bout de, je sais pas moi, 15 minutes, vous changez, vous tournez de clavier. Et comme ça, tout simplement, les gens, pour suivre, du coup, ils vont être obligés de s'intéresser tout simplement, de poser des questions, de participer tout simplement. Donc, ça marche bien. Et puis, toutes
toutes les 4 sessions, par exemple, ou toutes les 3 sessions, vous faites une pause de 5 minutes pour souffler. Voilà. Ça, c'est aussi important parce que quand on est plusieurs à travailler sur un sujet en particulier, le cerveau, ça chauffe un peu. Et du coup, vous n'allez pas forcément penser à certains trucs. Et puis, tout simplement, vous en avez marre au bout d'un moment. Quoi. Vous avez besoin de prendre l'air, d'aller boire un verre d'eau, je sais pas, de vous aérer l'esprit. Donc voilà, tournez le clavier et faites des pauses. Ouais, du coup, en fait, c'est du coup à chaque partage, il faut parce que c'est très. Nous, du coup, faut commit and push et donner à l'autre personne. Du coup, moi, on utilise Meet et du coup, il n'y a pas de prise à distance, ne serait-ce que parce on pourrait tout à fait se discipliner et dire bon bah je touche pas parce que de toute façon c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on peut pas toucher quand on est à distance. Le truc c'est qu'en fait, quand on veut toucher tous les 15 minutes, faut push, pas forcément un code fini, mais bon ça après, on se débrouille, on peut refaire l'historique, mais En effet, au début, c'est quelque chose qu'on trouve un peu chiant, entre guillemets. Mais après, quand on a pris le pli, c'est plus facile. C'est-à-dire que déjà, on commence petit, on fait des petites avancées. Et quand on considère que quelque chose est déjà suffisamment complet, unitaire, on fait un commit, on push. Et puis du coup, on continue jusqu'à ce que quand le timer est fini, on push un commit whip. Ouais. Et du coup, c'est l'autre qui reprend le commit whip. Et puis quand il a fini, il modifie le commit whip et il fait un commit propre, on va dire. Donc voilà, il faut vraiment y aller unitairement, mais c'est vraiment une gymnastique. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des commandes, tout simplement, des alias qui vont faire ces commandes Git en une fois. Oui, c'est pas bête, c'est vrai que là-dessus, pour passer la main, ouais, ça peut être une idée, ouais. Ok, d'accord, donc du coup, Pardon. Vas-y. Bonjour, si je peux me permettre, j'ai un témoignage très récent. Tu l'as mis, Lise, dans ta slide Live Share. J'ai utilisé ça ce matin avec un collègue sur Visual Studio Code. Donc, c'est vrai que ça existe. Je connaissais la version pour Visual Studio classique, mais il faut développer en C#, F# ou VB.NET, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça existe aussi sur Visual Studio Code. Donc, tu dois pouvoir coder dans beaucoup de langages. Et ça marche plutôt bien. Tu peux à la fois, si tu veux, coder chacun dans son coin. Donc, on a fait un moment, on a fait ça. Et puis, tu peux également suivre ce que fait l'autre. Donc, ça, tu peux le choisir voilà, dans le paramétrage de Live Share et ça marche bien. Et je plus sois aussi ce que tu as dit, Lise, juste avant. Donc, tu peux très bien, on a fait ça plusieurs fois en code kata. On avait chacun notre IDE, peu importe. On faisait du partage d'écran et on committait à chaque fois qu'on faisait des modifications, effectivement, avec un système de roulement assez régulier et ça marchait plutôt bien. Merci. Merci. Merci en expérience. De rien. Si je peux me permettre du coup d'enchaîner avec une question. Oh bah oui, au contraire. On voit, Lise, que ça marche bien pour toi, le télétravail, c'est super. Chez nous, j'ai l'impression qu'on applique beaucoup de tes règles, donc je suis content, on doit être des bons élèves, on essaie de faire un maximum pour que ça se passe bien. Mais ma question, c'est est-ce que tu as déjà rencontré, tu l'as dit, le télétravail, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher avec certaines personnes. Quand ça ne marche pas dans un contexte comme, comme celui du moment et comme ça a pu l'être aussi lors du vrai confinement, le premier, on va dire, forcé où, tout le monde était chez soi. Je pense toutes les personnes du métier de l'informatique étaient chez eux. Donc ouais, quand tu voyais que pour des personnes, ça marchait pas bien, qu'il y avait, tu sentais que voilà, il y avait une baisse de motivation. Est-ce que tu as déjà rencontré, ce cas-là et qu'est-ce que tu as fait, si tu l'as rencontré? Alors en effet, oui, j'ai eu ce problème avec une personne. Alors c'était avant la période Covid, d'une personne donc qui était aussi en télétravail comme moi, dans la même, pas dans la même équipe, mais dans une équipe différente. Et j'ai vu de manière extérieure ce qui se passait. Et en fait, ce qui a pêché, c'est clairement le manque de communication. C'est-à-dire que la personne travaillait plutôt dans son coin, était quelqu'un de plutôt solitaire. Et du coup, travaillait pas forcément aux horaires que l'équipe utilisait.
Et du coup, bah, il y avait comment dire, un déficit en communication des deux côtés, en fait, du coup. Et c'est ça qui a déclenché bah, la perte de confiance, en fait, parce que comment dire, ce manque de communication était très ancré et malgré les retours qui ont été faits, ça n'a pas suffi. La confiance était perdue et vraiment l'équipe avait du mal à s'investir dans la relation, avait du mal à passer outre ou à faire progresser l'équipe vis-à-vis de ça. Et finalement, bah, ça s'est soldé par un arrêt de cette collaboration, tout simplement, en fait. Donc voilà. Après, en période Covid, j'ai pas eu j'ai pas vu de problème, enfin de personnes avec lesquelles ça n'a pas marché, même si c'était compliqué pour certains. Voilà, notamment avec cette solitude qui était vraiment vraiment compliquée pour certains. C'était dur et c'était plutôt. On a plutôt essayé de contrer ça, justement par le biais de ce que j'ai montré en slide, je ne sais plus, j'ai pas le numéro des slides, je vais essayer de retrouver. Par rapport aux activités, donc faire des jeux, voilà, pour essayer de redynamiser en fait l'équipe, des after-work, etc. C'était ça principalement qui nous a aidés à bien, voilà, remotiver les troupes. Alors, je me permets juste là-dessus, j'ai des fois des remarques, par exemple en rétrospective, c'est ressorti une fois, si on se faisait un apéritif, et puis on l'a fait peu de temps après, il y a deux... Hein ? C'est ça qu'on a pris. Oui, c'est ce qu'on est pris de tout le confinement. Il y a plusieurs réactions par rapport à ça. Il y a ceux qui sont, oui, on est convaincus du bienfait que ça peut faire, et très franchement, au-delà de l'aspect ludique et tout ça, ça construit vraiment quelque chose de particulier parce qu'on se voit vraiment autrement. Il y a eu des réactions, bah non, c'est hors de mon temps de travail et c'est hors de question que je me reconnecte. Ça doit aussi s'entendre et du coup, alors on ne fait pas d'apéro entre midi et deux, mais on fait d'autres choses. On fait voilà, des petites pauses café avec des jeux, Scriblio, vraiment comme ça. Et puis, il y a une troisième aussi façon de réagir, c'est mais qu'est-ce que c'est votre truc? C'est que des jeux, c'est pas le travail, c'est pas du pro, il est hors de question que j'en fasse. Il est prouvé que amener les choses ludiquement, on a eu une conférence, je crois, là-dessus, sur TEDx, ça permet aussi de construire et même d'apprendre. Et donc, ces petites choses-là qui sont affichées dans la slide de Lise, elles sont super importantes parce que ça construit quelque chose, ça construit des liens supplémentaires qu'il n'y aurait pas simplement au niveau professionnel. C'est pas juste s'amuser. Je suis d'accord. Merci pour les retours. Merci de me conforter dans ma slide. Ah oui, oui, vraiment. Oui, comme il y a une pause dans les questions et comme il y a encore du monde, je vous propose juste de faire le tirage au sort. Ça marche. Comme ça c'est fait. Ça marche. Et puis après, si les gens veulent encore échanger et si Lise est encore disponible, on pourra continuer. Mais comme je sais que tout le monde attend fébrilement de savoir s'ils vont gagner un t-shirt. Est-ce que juste avant, on ne peut pas dire un grand merci à Lise? Bravo. Merci beaucoup pour ce partage. On va peut-être aussi arrêter le partage de la vidéo. L'enregistrement. Je reprends la main, Lise, du coup. C'était bon pour toi? Oui. Et puis, un grand merci pour